Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Les éoliennes. Le débat fait rage depuis des mois et des mois autour des éoliennes. J'ai tout entendu autour des éoliennes. C'est moche, ça fait du bruit, c'est intermittent, ça ne marche pas, ce n'est pas recyclable. Et puis d'un autre côté, vous avez les pro-éoliens qui disent mais vous vous rendez compte, c'est une énergie formidable, c'est une énergie qui ne provoque aucune pollution, c'est une énergie qui est en plein développement, on va développer des champs d'éoliens en mer. Enfin bon. J'ai tout entendu, eh bien nous allons ouvrir le débat ici sur l'antenne de Sud Radio avec deux intervenants, Fabien Bouglet, auteur de Éolienne, la face noire de la transition écologique, et de Nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Michel Joria est directeur général de France Énergie Éolienne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux. François de Rugy sera avec nous tout à l'heure, conseiller régional des Pays de la Loire, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre de la transition écologique. Nous allons parler des éoliennes. Je suis très content parce que encore une fois j'ai tout entendu, vous aussi, hein, les débats sont éternels. Mais est-ce qu'on doit dire non ou oui d'une manière catégorique? Est-ce que, je vais commencer avec Fabien Bouglet, est-ce que l'éolien, construire une éolienne, c'est une catastrophe? Oui. Franchement. Oui, c'est une catastrophe. Oui, mais je vais vous donner un exemple très simple. L'exemple de l'Allemagne et de la France. Oui. L'Allemagne a le record d'éoliennes en Europe. Oui. Hein, c'est en avance 30 000 éoliennes. Et pourtant, émet avec son mix éolienne couplé au gaz et au charbon 400 à 500 grammes de CO2 par kilowattheure produit. La France, qui est en retard, soi-disant, hein, c'est ce que disent les promoteurs éoliens. Elle est en retard. Elle est par justement rapport à en avance. l'Allemagne, au Danemark ou à d'autres pays. Voilà, elle est, disons, en avance sur le fait de ne pas avoir installé d'éoliennes. Oui. Elle a peu d'éoliennes et pourtant, elle émet 40 à 50 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Ce qui veut dire que moins on a d'éoliennes en Europe, plus on est vertueux en termes d'émissions de gaz à effet de serre et plus on a un mix électrique décarboné. C'est-à-dire que la France est championne d'Europe de l'électricité décarbonée parce qu'elle n'a pas beaucoup d'éoliennes, tandis que l'Allemagne a le bonnet d'âne et l'élève cancre de l'Union européenne. Et on voudrait, Jean-Jacques Bourdin, demander à la France de suivre le mauvais élève de l'Union européenne. Ça n'a aucun sens. Non mais attendez. Il y a en Europe, je vais donner la parole à quelqu'un qui va vous répondre, Michel Joria, mais je voudrais signaler que le pays qui a le plus d'éoliennes en Europe, c'est le Danemark. On est bien d'accord. 23% de l'électricité danoise vient de l'éolien. 23%. Alors, vous avez le chiffre pour le Danemark? Vous me parliez de CO2, d'émissions de CO2. Écoutez, je ne l'ai pas à l'instant, mais on peut le retrouver sur Electricity Map. Ça serait intéressant je pense qu'il va y avoir actuellement sur Electricity Map Bon. Mais parce qu'il y a aussi... Je ne suis pas ni pour ni contre l'éolien. J'essaie de comprendre pourquoi il y a une opposition si forte en France autour de l'éolien. Pourquoi? Soit ça provoque une flambée comment dire, d'enthousiasme, soit ça provoque une flambée de colère. En fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est une raison simple. C'est que la France n'est pas un pays désertique. On est dans un pays bocagé. Ce qui fait que, en fait, compte tenu de la limite des 500 mètres des habitations, vous êtes très facilement à proximité d'une première habitation où vous êtes très proche du littoral. Il faut savoir que les éoliennes au large de la Baule, elles sont à 12 km de la Baule, de Saint-Nazaire, etc. Donc elles sont extrêmement visibles. Quand vous avez un mur de 80 éoliennes, Jean-Jacques... 12 km quand le temps est clair, elles sont visibles. D'ailleurs, même les élus l'ont dit dans la presse locale. Ils ont dit que c'est une catastrophe. On les voit plus. Mais... c'est pas tout Demandez aux élus locaux, Jean-Jacques Bourdin. Vous verrez que les élus locaux ont dit qu'il y avait vraiment une déconnexion entre les photomontages qui avait été réalisé au moment du projet et ce qui a été réalisé. Et donc, vous avez l'opposition des pêcheurs, vous avez l'opposition des touristes, vous avez l'opposition des habitants, vous avez l'opposition des habitants proches des villages. Ce qui fait qu'en fait, compte tenu de la nature particulière, si on met des éoliennes dans le désert ou des panneaux solaires dans le désert, évidemment, ça posera pas de problème. D'ailleurs, ce sont les régions... anti-panneaux solaires aussi. Non, c'est intermittent, c'est un facteur de charge de 13%. Donc c'est quand même pas terrible. Avouez quand même une entreprise
entreprise qui a une productivité de 13%, c'est quand même pas terrible. Et 21,6% 2021 pour les éoliennes en France, c'est-à-dire qu'elles ne produisent que 21,6% de leur capacité maximale de production. Avouez, Jean-Jacques Bourdin, que c'est pas une rentabilité formidable. Bon, l'accusation est là, maintenant la défense. Alors, Michel Juria. Alors, bon... moi, je pense que en fait, le cœur de l'opposition à l'éolien, c'est essentiellement les personnes qui ne travaillent pas le sujet de la transition énergétique. Parce que pendant qu'on dit oui, les éoliens c'est moche, oui, les éoliens c'est intermittent, oui, en fait, on ne dit pas ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que ce qu'on doit faire aujourd'hui, tous, et ça c'est vraiment très important, on doit sortir les 65% de pétrole et de gaz qui restent dans notre consommation d'énergie pour réussir le défi du changement climatique. Et vous voyez bien, la petite discussion qu'on vient d'avoir avec Fabien Bouglet, elle est parfaitement illustrative de ça. Pendant qu'on dialogue sur c'est beau, c'est moche, 21% ceci, l'Allemagne, etc. Il faut quand même rappeler que la décision de politique énergétique, elle appartient à chaque pays. C'est pas une compétence européenne, la politique énergétique. Donc c'est une compétence française. Et ce qui est clé, c'est comment on sort du pétrole et du gaz. 65%. Et on voit bien que quand on n'en sort pas, regardez combien ça nous coûte aujourd'hui de ne pas comment sortir. sortir du pétrole et du gaz? Ça, c'est la clé. C'est la clé. Et donc, il y a le nucléaire. 75% des Français sont favorables au nucléaire. Mais il ne peut pas y avoir que le nucléaire. Exactement. On est bien d'accord. Tous les deux. Exactement. Mais moi, je suis entièrement d'accord. Et c'est là où on a un point d'opposition, je pense. Parce que donc, un mix énergétique. Oui, mix électrique. Il y a deux choses. Attention, énergétique. Alors, il y a deux choses qui sont essentielles. Si vous voulez si vous voulez sortir des énergies fossiles, il y a deux choses à faire qui sont essentielles. Et ça, tout le monde est d'accord. Vous devez baisser votre consommation d'énergie. Oui. Isoler vos logements, remplacer vos voitures par des véhicules électriques, utiliser moins vos voitures, etc. C'est pas toujours facile à faire. C'est des investissements importants, mais il faut le faire. Première chose. Et deuxième chose, il faut mobiliser toutes les énergies décarbonées. Et dans les énergies décarbonées, il y a les énergies renouvelables et le nucléaire. Et on ne doit pas le faire dans 20 ans, on doit le faire maintenant, dans un moment où les premières centrales nucléaires n'arriveront, les nouvelles, pas avant 2035. Oui, pas avant 2035. Donc il faut développer, vous êtes clair, il faut développer l'éolien et l'énergie solaire. Il faut développer et l'hydroélectrique. Même si l'hydroélectrique, tout à fait. Mais avec la sécheresse, on voit quand même. C'est pour ça. On voit quand même que ça a ses limites. Et c'est pour ça que dans un contexte où on voit que toutes les conditions climatiques sont en train de changer et tout notre environnement de changer, on doit mettre nos œufs dans plein de paniers différents pour gagner. Moi, mais pas du tout, parce que si on parle de mix énergétique, parlons de la différence entre le mix énergétique et le mix électrique, c'est que le mix électrique, c'est environ 500 TWh. Le mix énergétique, donc c'est l'électricité, le mix énergétique, c'est 2500 TWh. Comment 1300. Enfin bon, ça dépend de quoi on parle. Personne ne comprend rien. Donc, dans le mix énergétique, oubliez-moi ça. Le mix énergétique, ça intègre évidemment le besoin en fossiles pour les chauffages, pour les voitures, etc. Le mix énergétique primaire en France, l'énergie consommée en France, provient de 40% du nucléaire et 1,6% des éoliennes. C'est les chiffres du ministère de l'écologie. Alors, si vous voulez, on peut faire ce qu'on veut pour empêcher le fossile, mais en doublant, Jean-Jacques Bourdin, en doublant les éoliennes, on arrivera à un mix énergétique où il y aura 3% de production d'origine éolienne. Ça n'a aucun sens. Je donne toujours l'exemple du Danemark, puisque c'est les pays les plus développés en matière d'éolienne. Pourquoi le Danemark arrive à produire 23% de son électricité grâce à des éoliennes? Parce que c'est le premier producteur de de fabrication d'éoliennes dans le monde. Alors évidemment, elle applique son modèle avec son industrie. Et est-ce que c'est un modèle vertueux? Je pose la question. Il y a des pays pour lesquels ça peut être un modèle vertueux. J'ai été récemment interrogé par la presse de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est une île dans laquelle le mix énergétique est basé essentiellement sur le fossile. Il est évident que si on met une éolienne flottante ou plusieurs éoliennes, on va baisser la part de l'énergie. Mais la France est incompatible. Ça, c'est comme pour les prisons. Le fond du problème, c'est qu'on peut être pour les éoliennes, mais on ne veut pas qu'il y en ait à côté de chez soi. Ça, c'est comme les prisons. Et on est bien content de mettre des éoliennes à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais on n'est pas très content de mettre des éoliennes sur le territoire métropolitain. La France est décarbonée. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Mais Jean-Jacques, comment on fait? Je vais vous laisser la parole, monsieur Georgia. Je finis là-dessus. Comment fait-on, Jean-Jacques Bourdin, en hiver,
Oui. Au moment des pics de consommation, au moment où les éoliennes ne tournent pas. C'est là où il y a le plus de vent en hiver. Non, c'est pas vrai. C'est là où justement c'est malheureusement là où vrai. le froid conduit à une baisse. Et d'ailleurs, c'est au moment où Barbara Pompili, il y a quelques mois, a dit à défaut des éoliennes et à défaut de l'électricité, on va être obligé de réouvrir des centrales au charbon. Il faut bien comprendre que dans les pics de... Ça a été le cas l'année dernière, Jean-Jacques Bourdin. Peut-être que si on avait plus d'éoliennes, on n'ouvrirait pas des centrales à charbon, non? Mais c'est totalement faux. Mais puisque c'est intermittent. Alors c'est vrai ou faux? C'est là où on a un point Je pose la question, c'est vrai ou faux? Plusieurs éléments. D'abord, c'est un mensonge, il faut quand même le dire, de dire que la France est décarbonée. Si la France était décarbonée, nos concitoyens, les gens qui nous écoutent, n'auraient pas de soucis pour payer leur facture de gaz et n'auraient pas de soucis pour payer leur facture d'essence, parce qu'en fait, ils n'en consommeraient pas. Là, la France serait décarbonée. Ça n'est pas le cas. Le mix électrique est décarboné. Mais le mix électrique, c'est pas toute la consommation. Non, mais alors, allez-y. Premier élément. Deuxième élément qui est extrêmement important, quand on dit, en fait, les gens n'en veulent pas. Moi, quand on regarde les travaux qui sont faits par le ministère qui va faire des sondages en Hauts-de-France, en Grand Est, etc., les gens vous disent, quand ils sont riverains des éoliennes, en majorité, en fait, moi j'ai appris à vivre avec, et il n'y a pas de sujet. Et donc, en fait, quand M. Bertrand nous fait tout un sketch sur les éoliennes, etc., lui-même le reconnaît. Pendant le débat pour les élections présidentielles, sur les questions d'écologie, j'ai été un peu court. Je me suis limité à nucléaire et éolien, et pendant ce temps-là, j'ai pas travaillé. Et les électeurs s'en sont rendus compte. Parce que les électeurs s'en rendent compte. Michel Juria, ce que nous allons faire, parce que vous êtes en pleine opposition, mais ce que nous allons faire, c'est essayer d'être raisonnable et essayer de comprendre pourquoi on est contre, mais comme vous l'êtes, les éoliennes et pourquoi on est si favorable aux éoliennes. Parce qu'il y a évidemment il y a des nuances. La grande particularité, c'est que moi, je suis un représentant. Les nuances, il y a des nuances. Il y a une nuance particulière, c'est que Michel Georgia est un professionnel qui vend l'éolien, donc c'est un lobbyiste de l'éolien, et moi, je suis un représentant des citoyens attachés au nucléaire et opposés à ce qu'on leur mette des éoliennes. Je ne suis pas lobbyiste, je suis payé par personne. Non, mais c'est la différence, c'est quand même notable. Mais vous êtes engagé. Je suis engagé. Je suis un influenceur, si vous voulez, mais je ne suis pas payé par qui que ce soit. Mais c'est important. Maintenant, il y a quand même un sondage Opinionway qui est sorti, Michel Georgia, pendant les élections présidentielles. Opinionway, c'est pas un institut de sondage pipeau, qui dit que 70% des Français veulent le démantèlement des éoliennes et 72 veulent le démantèlement des éoliennes et 70 veulent un moratoire sur l'éolien en France. C'est quand même un chiffre incontestable. Il est 11h16. Attendez. Il est 11h16. On va observer une petite pause. Vous êtes sur Sud Radio et vous appelez 0826 300 300. Vous appelez, vous témoignez, vous nous dites ce que vous pensez de tout cela. À tout de suite. Le gouvernement prépare un projet de loi accélérant le développement des énergies renouvelables, dont l'éolien. On est bien d'accord, Michel Giroya. C'est pour quand, ce projet de loi? Alors, ça devrait arriver fin septembre. Fin septembre. Le 26 septembre, je crois que ça doit passer en Conseil des ministres. Et la semaine prochaine. Et il y a un objectif de vote d'ici la fin de l'année ou début 2023. Donc, développer les énergies renouvelables. Ça veut dire développer l'éolien. Accélérer le développement des énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que la France est le seul pays de l'Union européenne, avec la Pologne, à ne pas avoir atteint ces objectifs. Et je vous donne un exemple, parce qu'on a beaucoup parlé, Fessenheim, etc. etc. Je vous donne un exemple. Si on avait atteint juste les objectifs de développement des énergies renouvelables pour produire de la chaleur et de l'électricité, on aurait aujourd'hui 64 TWh de production d'électricité en plus et d'énergie en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut Parce dire que TWh, encore une fois, 6 fois. 6 fois Fessenheim. Ça veut dire la moitié, un peu plus de la moitié de ce qui nous manque aujourd'hui pour passer l'hiver. Il nous manque 100 TWh et on aurait 64 TWh. Donc on peut philosopher longtemps, discuter longtemps sur le passé, mais il n'empêche que si on tenait les objectifs, l'objectif il est là. Il faut qu'on tienne l'objectif sur toutes les énergies décarbonées. Le mix énergétique, c'est clair. Le mix énergétique, c'est du nucléaire, parce que vous n'êtes pas contre le nucléaire. Je suis pas du tout contre le nucléaire. Il faut développer le nucléaire, mais parallèlement, on ne peut pas tout miser. C'est pas possible. Mettre ses œufs dans le même panier, je dirais. Aucun pays au monde ne fait ça. Alors, même c'est intéressant parce qu'on a pu regarder le mix électrique danois pendant la pause et on a constaté que le mix, effectivement, il y avait actuellement 60% de la production électrique qui venait des éoliennes au Danemark, 17% avec du charbon.
Et pourtant, le Danemark émet 180 grammes de CO2 par kilowattheure produit, alors que c'est Electricity Map, c'est une source officielle, tout à fait. alors que la France n'émet que 100 grammes avec son mix grâce au nucléaire. On voit bien que développer l'éolien ne permet pas de décarboner le mix. Je précise que la France n'a pas de charbon. Et ça veut dire que du coup, les 17% de production d'électricité qui restent au Danemark autour du charbon doivent être assurés par des énergies décarbonées. Bien. Ça montre bien. Je rappelle que l'éolienne, la première éolienne, vous allez me contredire hein, si je dis des bêtises. C'est 1888. Ouais, je crois. C'est cela, la première éolienne. 1970. Pourquoi je vous parle du Danemark? Parce que le Danemark a pris ce chemin de l'éolien très vite. À cause du choc pétrolier. Et puis de la situation, parce qu'il y a beaucoup d'éoliens en mer au Danemark. Oui. Et l'exemple du Danemark est très intéressant, parce que ça veut dire que c'est un pays qui a à la fois pris le chemin et continue suite après le choc pétrolier, en développant notamment les énergies renouvelables, mais aussi en soutenant son industrie. C'est extrêmement important de voir que, vu que tous les pays vont accélèrent sur la décarbonation, il est important que la France se dote et investisse dans des unités de production. C'est là où il y a un problème par rapport à l'investissement industriel. C'est essentiel. Oui, mais c'est là où il y a un problème. C'est que la France, elle a fait le choix, avec le plan Messmer en 74, au moment du choc pétrolier. Elle a fait le choix du nucléaire. Du nucléaire. Oui. Et elle a une industrie qui représente 200 000 salariés en emploi direct et indirect, et 200 000 emplois induits. Écoutez, je ne veux pas opposer l'éolien au nucléaire. Bravo. Il n'en est pas question. D'abord parce que le nucléaire me semble indispensable. D'ailleurs, les Français le plébiscitent. Aujourd'hui, l'opinion publique évolue au gré du vent, si je puis dire, puisqu'on parle d'éolien. Au gré du vent. Mais oui, non, mais ça, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un an, 45% des Français, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais étaient pour le nucléaire. Maintenant, c'est 75%. Oui, parce que le nucléaire contribue à la facture d'électricité la plus faible en Europe. Mais peut-être que non. On a un mix électrique, la production d'électricité et un des moins, grâce au plan Messmer. On a une électricité, et par ailleurs, je voudrais juste finir sur ce point, c'est que 35% des éoliennes installées en France sont danoises et 60% sont allemandes. Nous ne produisons plus d'éoliennes. Et en plus, les éoliennes qu'on produisait, celles de General Electric, qu'on installait en France, ça vous gêne? Ce qui me gêne, c'est qu'en termes de commerce extérieur, je vous rappelle qu'on a une balance commerciale déficitaire de 100 milliards d'euros. Monsieur Bouglé, deux points c'est quand même un problème. La première, c'est que si votre électricité n'a augmenté que de 4% et votre facture d'électricité n'a augmenté que de 4% depuis le 1er janvier, comme l'ensemble des auditeurs, ça a été financé par le bouclier tarifaire, et le bouclier tarifaire est financé aujourd'hui par les énergies renouvelables, qui ont rapporté 8 milliards d'euros à l'État. Donc ça, c'est quand même un point qui est important. Deuxième sujet qui est important, moi, d'ailleurs, vous devriez le faire, allez visiter au Havre, à Saint-Nazaire, etc., les usines de production de nacelles, de mâts, etc., d'éoliennes, et là, vous verrez qu'en fait, vous voyez des employés, des salariés qui œuvrent à la transition. Mais 8 ans pour faire aboutir un projet éolien en France. C'est bien cela. 8 ans. 2 fois plus long que la moyenne européenne. 2 fois plus long que la moyenne européenne. Grâce aux amis de M. Bouglé. C'est quoi? C'est le problème administratif. On est très content de ralentir le développement d'éoliennes qui ne servent à rien. Grâce aux amis de M. Bouglé, on se retrouve dans une situation où les Français aujourd'hui sont dépendants des énergies fossiles, sont dépendants du gaz, sont dépendants On a 32 réacteurs à l'arrêt. On a Fessenheim qui a été fermé. Moi, je suis allé visiter. Vous parliez de structures de production d'électricité. Je suis allé visiter Fessenheim. C'est une centrale nucléaire toute neuve, elle produisait 12 TWh. Depuis qu'on a fermé Fessenheim, on est obligé d'importer de l'électricité au charbon d'Allemagne. Excusez-moi, mais faut pas être non plus. Ça représente la fermeture de Fessenheim. 2,5% de la production. C'est énorme. De la production d'électricité. Mais c'est énorme. Aujourd'hui, mais c'est pas le Fessenheim, ça a été une erreur de le fermer trop vite. On est bien d'accord. Tout le monde le dit aujourd'hui. Mais non, mais d'accord. Mais oui, je suis d'accord. Mais c'est pas pour ça. Je veux pas opposer. Pourquoi opposer sans cesse le nucléaire à l'énergie? Mais parce qu'il y a une chose. Il y a une chose qui est importante, c'est que vous avez, pendant ce temps, on ne travaille pas.
Alors, vous avez d'une part le nucléaire qui donne une électricité massive, puissante, mais on est décarbonée. d'accord, Mais l'éolien est une électricité intermittente qui n'est pas mobilisable à la demande, qui n'est pas pilotable, qui est intermittent et qui doit être compensé par des backups aux fossiles. Donc, même RTE, même RTE. Alors attendez. 8 ans donc pour faire aboutir un projet éolien, 5 ans pour faire aboutir un parc photovoltaïque. Tout à fait. Ou une centrale hydroélectrique. Tout à fait. Nous allons développer. François de Rugy sera avec nous. Renaud aussi, qui appelle de Rodez, dans l'Aveyron, qui va nous dire qu'il est contre les éoliennes. Il va nous donner ses arguments. Nous allons voir. Et puis ensuite, nous allons entrer justement sur les arguments des uns et des autres autour de l'éolien. Parce que je voudrais comprendre pourquoi on est vraiment contre l'éolien. A tout de suite, 11h25. Bourdin. 0826 300 300, nous parlons de l'éolien ce matin sur Sud Radio. Renaud est à Rodez, dans l'Aveyron. Bonjour Renaud. Bonjour Monsieur Bourdin, ça fait plaisir de vous retrouver à l'antenne d'une radio parce que vous parlez vrai et du coup vous êtes dans l'ADN de Sud Radio. Eh ben ça me fait plaisir Renaud. Vous êtes auditeur de Sud Radio depuis longtemps ? Ouh là oui, depuis l'époque où Sud Radio était 100% toulousain, pour vous dire. Ah bah oui, évidemment. Allez-y Renaud, qu'est-ce que vous voulez dire à propos des éoliennes ? Alors, je ne vais pas passer sur l'aspect visuel des éoliens parce que tout le monde, en majorité, tout le monde trouve que c'est moche, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une chose. Honnêtement, moi j'ai un problème avec l'éolien. Oui. Moi je veux bien qu'on fasse un mix énergétique, etc. Mais l'éolien, quand on voit que d'ailleurs marin ou terrestre, problème. Allô ? Quand on voit le problème de toutes ces dalles de béton qu'on coule pour poser ces éoliennes, ça fait énormément de surface cultivable en moins. On sait qu'on a un vrai problème en France de cultivation. Renaud, je peux simplement vous arrêter pour vous dire que c'est évidemment moins de surface que des champs solaires, par exemple, de panneaux solaires. Ou alors là, ça mange énormément de mètres carrés, et de kilomètres carrés même. Je ne vous dis pas le contraire, mais la différence, c'est que pour le photovoltaïque, pas seulement solaire, le photovoltaïque en général, voilà, à défaut de le mettre sur un sol, on peut très bien recouvrir tous les toits, et ça, vous avez raison. Ça fait pas mal de surface sur le territoire national, que ce soit hexagonal et dans les dom-toms. Il y a largement de quoi faire avec tous ces toits d'immeubles et de bâtiments de manière générale. Il y a de quoi faire. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'à Strasbourg, ils ont construit des immeubles avec des vitres justement conçues en photovoltaïque pour capter la lumière du soleil et autres. Ce qui réduit considérablement le besoin de l'électrique classique. Moi, je suis pas un pro-nucléaire, clairement, mais je suis content qu'on travaille justement sur le retraitement et la revalorisation des déchets pour pouvoir les remettre dans le circuit, pour pouvoir continuer à les travailler. Moi, j'en suis très content. Il faut qu'on aille plus loin là-dessus. Mais dans le mix énergétique, faut pas oublier qu'on a des barrages hydroélectriques. On pourrait aussi. Oui, le problème de l'hydroélectrique, vous l'avez compris, Renaud, c'est la sécheresse. Et la baisse du niveau. La baisse du niveau, ça veut dire que la production d'électricité est moindre. Oui, mais si on se base déjà sur le photovoltaïque, déjà, on aura de quoi faire. Parce que c'est beaucoup moins onéreux. Renaud, ce que vous dites est très intéressant lorsque vous dites que le photovoltaïque peut être installé effectivement sur des toits de supermarchés, sur des toits d'usines, et même pour chacun sur un toit, en autoconsommation. Ça pose pas de problème. Alors justement, merci Renaud, mais moi, sur l'éolien, est-ce qu'on ne pourrait pas, je me suis posé la question, installer des éoliennes dans des friches industrielles, dans des usines, parce qu'il y a des endroits industriels qui sont grands, vastes. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi proposer des éoliennes qui feraient absolument aucun bruit et qui
effectivement, dans cet univers industriel, seraient parfaitement à leur place. Alors, vous soulevez un excellent point, puisqu'en fait, la France est un des pays qui n'installe pas d'éoliennes dans les zones industrielles, parce que réglementairement, ça a été pensé différemment. Si c'est stupide. Donc c'est pour ça. Pardonnez-moi de vous dire que c'est stupide. Dans la loi d'accélération, vous parliez tout à l'heure, nous on va porter des propositions pour que notamment, comme c'est le cas au Danemark, comme c'est le cas aux Pays-Bas, comme c'est le cas en Belgique également, on puisse, dans les zones industrielles, sur les grands ports maritimes, etc., installer des éoliennes là où il y a déjà de l'activité industrielle. Ça évacuerait la critique visuelle. Alors, mais attention. Attention, il faut quand même se rendre compte, toujours pareil, on consomme beaucoup d'énergie et donc il faut que l'on installe et des panneaux solaires, et du nucléaire, et des éoliennes. Donc, mais on est d'accord. On ne va pas, du coup, résoudre uniquement le problème comme ça. Vous êtes d'accord pour l'installation d'éoliennes? Est-ce que vous seriez d'accord pour l'installation d'éoliennes sur une friche industrielle? Alors, moi, je suis d'accord, à minima. Pour l'éolien, je suis d'accord pour les éoliennes à plus de 40 km des côtes sur les flotteurs. Dans des zones désertiques, oui. Mais pas dans des zones... En Beauce. Donc si ça vous choque nous ou pas? soutiendrons... Dites-moi franchement. En Beauce, c'est moins problématique parce que ce sont des zones principalement agricoles qui ne sont pas bocagères. Mais Jean-Jacques Bourdin, en Normandie, en Aquitaine, en Bourgogne, en Bretagne, ce sont des zones bocagères. Donc il faut éloigner les éoliennes. Il faut éloigner les éoliennes du littoral, 40, 50 km. Nous soutiendrons ces propositions. Et il faut éloigner les éoliennes à 10 fois la hauteur de l'éolienne des habitations. Mais je voudrais revenir sur un point qu'a dit l'auditeur. Ce que vous dit quand même Monsieur Bouglet, là, tranquillement, tout doucement, il vous dit, moi, je suis là pour protéger les atouts des personnes plutôt aisées qui ont des résidences secondaires. Dans ça, c'est les éléments de langage ancien. Ça, c'est un premier point qui est important. Écoutez, moi, quand je allons prendre Maxime qui est pour l'éolien, qui est artisan plombier. Deuxième élément qui est quand même important, quand il vous dit 40 km, il vous dit, en fait, vous avez aussi payé votre électricité plus cher. Mais non, on a un prix spot qui a explosé. Moi, je voudrais revenir sur un point de l'auditeur. Très, très vite. Oui, sur l'artificialisation. J'ai comparé... Puisque on parle de François de Rugy, donc des Pays de Loire, il y a les éoliennes et 80 éoliennes au large des côtes françaises de la Baule et de Saint-Nazaire. 80 éoliennes sur 80 km². Vous savez ce que produiront ces éoliennes? Selon le chiffre de la filière éolienne en mer Wind Europe, elles produiront 8% de la production de Bugey, de la centrale de Bugey, qui est installée sur 1 km². Pour compenser la centrale nucléaire de Bugey sur 1 km², il faut en tout 1000 éoliennes sur 1000 km². C'est ça le problème. C'est que vous avez un delta considérable entre l'artificialisation et la mobilisation du littoral ou des sols par rapport à la production énergétique attendue. C'est ça le problème. Est-ce que vous me contredisez dans ce que je dis? Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Oui, et personne ne vous dit que 100% du mix énergétique sera basé à partir de l'éolien. On voit bien que c'est mineur l'éolien. On voit bien que c'est epsilonesque. François de Rugy. Bonjour. François de Rugy, bonjour. Est-ce qu'on a sacrifié le nucléaire au profit des renouvelables? Honnêtement, en France, ce serait plutôt l'inverse. Depuis plusieurs décennies, on a massivement investi dans le nucléaire en France et on est plutôt, parmi les pays européens, un de ceux qui a moins installé d'énergie renouvelable, et notamment d'éoliennes, notamment l'éolien en mer. On est un des derniers pays à le faire. C'est moi qui avais d'ailleurs débloqué le dossier quand j'étais ministre, et enfin le parc éolien de Saint-Nazaire va pouvoir produire de l'électricité à la fin de cette année. D'ailleurs, le délai a été tenu, je l'avais annoncé il y a un tout petit peu plus de 3 ans, et le délai est tenu. Non, la France a plutôt beaucoup misé sur le nucléaire, et c'est d'ailleurs plutôt un succès du point de vue de la production d'électricité en grande quantité de façon décarbonée. Il faut se souvenir qu'on l'a fait à une époque où en fait on ne se préoccupait pas de la question du climat, mais on se préoccupait de l'indépendance énergétique et de réduire nos importations de fuel notamment et de gaz. Et aujourd'hui, on voit que ça a aussi toujours un intérêt de ce point de vue. Donc moi, je fais partie de ceux qui disent il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On ne peut pas avoir une production d'électricité en France qui soit 100% nucléaire. Ça n'aurait pas de sens d'un point de vue technique, et ça n'aurait sans doute pas de sens non plus d'un point de vue économique. Donc on va en France mettre en place un mix électrique, c'est-à-dire une production d'électricité qui sera nucléaire et renouvelable. On sera sans doute un des premiers pays au monde à le faire. Parce qu'en général, les pays qui ont beaucoup de renouvelables ont des centrales
au fioul, au charbon ou au gaz à côté, ou les pays qui ont beaucoup de nucléaire ont aussi des centrales au fioul, au gaz et au charbon à côté. Bien, ça me paraît plus intelligent. Mais me paraît plus intelligent. Mais le mix, là, attendez, je suis désolé, j'interviens. Le mix, il est déjà nucléaire, renouvelable pilotable. 12% de notre mix électrique, ce sont des barrages. Et vous avez évoqué le fait qu'on était limité en barrages, mais aussi on peut trouver des systèmes avec nos centrales nucléaires en bas de consommation pour alimenter en eau les barrages et faire des réserves d'électricité. On le fait déjà. En France. Vous savez très bien que personne n'acceptera de noyer des vallées entières pour construire des barrages. C'est un dogme. Dans ce pays. C'est pas un dogme. Vous parlez des dégâts visuels, mais là les dégâts d'un barrage, pardon. Non, mais c'est un dogme. C'est un dogme. Tout à l'heure, vous demandiez ce qui faisait la différence entre nous deux. La différence entre nous, moi je m'inscris pleinement dans ce qu'a dit le ministre de Rugy. Il y a quand même un point qui est essentiel. L'essentiel, c'est qu'il faut sortir des énergies fossiles. Oui, et ça on est d'accord. On est d'accord. Mais c'est pas avec l'éolien qu'on va sortir du fossile. Puisqu'il faut des backups au gaz avec l'éolien. Ce n'est pas avec l'éolien, mais c'est avec l'Allemagne, une source d'énergie qu'on arrive à sortir du fossile. L'Allemagne a mis en place un mix avec 45% d'éoliennes et de panneaux solaires. Et elle est obligée d'ouvrir des centrales au charbon. Et elle ouvre 15 centrales au charbon. Mais l'Allemagne a 15 centrales au charbon. C'est pas l'exemple. L'Energiewende est un échec. Pas tous ensemble. Pas tous ensemble, sinon on n'a pas ce qu'on a. François de Rugy. François de Rugy. Je m'interroge autour de l'éolien. D'où vient cette opposition à l'éolien, selon vous ? Mais vous savez, il n'y a aucune façon de produire de l'électricité qui n'aurait que des avantages et aucun inconvénient. Donc l'inconvénient de l'éolien, il est principalement visuel. Ça, il faut le reconnaître. Tout le monde est d'accord, mais bien sûr. Oui, mais sauf que, évidemment, on l'accepte plus si on en est loin que si on en est près. Si on l'a dans son champ de vision, c'est comme les prisons. C'est comme les prisons. Tout le monde veut des prisons, mais personne ne les veut à côté de chez soi. Voilà, et j'en ai fait l'expérience il y a quelques années, donc je vous le confirme. Mais c'est pareil aujourd'hui. Personne ne veut d'une nouvelle centrale nucléaire à côté de chez soi. Et personne ne veut d'une centrale thermique. Personne, vous l'avez fort bien dit, on pourrait en France produire plus d'électricité grâce à l'hydroélectricité, mais plus personne n'accepterait ce qu'on a fait il y a 100 ans. C'est-à-dire, où il y a plusieurs dizaines d'années, noyer des vallées pour construire un barrage. Ce qui se fait dans certains pays où on déplace des populations de façon extrêmement autoritaire, en Chine ou dans d'autres pays, personne ne l'accepterait en France. Donc il faut être conscient qu'il faut faire tout le temps des compromis entre les objectifs d'intérêt général. D'abord, il ne faut jamais oublier assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité. Quand j'en parlais, moi, il y a 4 ans, personne ne m'écoutait parce que ça paraissait tellement évident qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton en France pour avoir de l'électricité. Aujourd'hui, on voit que on peut être en danger. On peut être en danger à cause de la pénurie de gaz au niveau européen, voire mondial, et à cause de la guerre russe en Ukraine, mais on peut aussi être en danger si toutes les centrales nucléaires, enfin beaucoup de centrales nucléaires sont à l'arrêt en même temps pour des questions de maintenance. On peut avoir aussi, évidemment, l'objectif du climat. Aujourd'hui, je crois que tout le monde le partage, mais enfin, il faudrait bien le vérifier. Donc, une électricité décarbonée. Et puis, par ailleurs, on fait des compromis à partir de ces objectifs d'intérêt général, un prix aussi qui soit aussi modéré que possible. Eh bien, on a un mix. Et c'est ce que l'on fait en France. On trace une voie qui est originale en Europe. Aucun pays en Europe n'a une telle part de nucléaire. Très peu de pays dans le monde. Peut-être que d'autres pays nous suivront demain. En tout cas, nous, on ouvre cette voie originale du nucléaire plus les renouvelables. Donc, il faut en faire. Si chaque fois qu'on veut faire une éolienne, on dit « Ah oui, d'accord, mais pas chez moi », on n'y arrivera pas. Si chaque fois qu'on veut faire un méthaniseur, vous savez que réutiliser les déchets de l'agriculture, ce qui est le bon sens même pour produire du gaz, aujourd'hui même, alors qu'il y a une pénurie de gaz, eh bien c'est contesté partout. Il faudra quand même le faire, parce que sinon, nous n'aurons pas aussi le potentiel renouvelable de la France. Tout ça, c'est des énergies made in France. Le vent, il souffle en France. Il souffle plus que dans d'autres pays. Le soleil brille. Merci François de Rugy. Merci d'être intervenu. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le ministre François de Rugy. Vous avez dit une chose, et Jean-Jacques Bourdin vous avez acquiescé sur le fait que la question des paysages était l'opposition principale. Mais il n'y a pas que la question du paysage. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des vaches qui meurent à proximité des éoliennes. Beaucoup d'agriculteurs ont leurs vaches qui meurent depuis l'installation d'éoliennes. Il y a les problèmes de santé. Il y a les problèmes de cadre de vie. Quand vous avez le problème des infrasons avec des documents
internationaux et des études internationales qui précisent que les éoliennes émettent des infrasons qui nuisent à la santé. Du moins, elles diminuent le cadre de vie de nos concitoyens. C'est pas un hasard s'il y a 1800 associations de personnes qui luttent contre les éoliennes en France. À ce propos, on va prendre le témoignage. On va prendre le témoignage de Maxime, parce que là aussi, les conséquences physiques sur la population des éoliennes sont très contestables et contestées de tous les côtés. Maxime, qui est à Bordeaux, en Gironde, va témoigner dans un instant à ce propos, parce que Maxime est artisan plombier, ses parents ont des éoliennes à côté de chez eux. Maxime est avec nous dans 2 minutes. Il est 11h45, midi moins le quart. Je suis très heureux de ce débat sur l'antenne de Sur Radio ce matin, 0826 300 300. Il est 11h49. François de Rugy est encore avec nous. François de Rugy, j'avais quand même une petite... Vous étiez assez anti-nucléaire à une époque et vous avez changé d'avis. Oui, moi je reconnais que aujourd'hui le nucléaire est un atout pour la France et même au-delà pour le monde pour relever le défi du climat. Oui. On n'avait pas ce défi il y a 40 ou 50 ans, quand le programme nucléaire a été développé en France. Aujourd'hui, tout le monde en est conscient. Le nucléaire a évidemment des inconvénients, il ne faut pas les nier. Il y a l'enjeu de la sécurité, ce qui oblige à des précautions très importantes, ce qui explique qu'aujourd'hui, un certain nombre de réacteurs soient à l'arrêt d'ailleurs, parce que par précaution, on les arrête avant de les réparer, puis ensuite on les remet en service. Et donc, il y a la question des déchets, mais elle est en passe d'être réglée par l'enfouissement en grande profondeur. Donc, je pense en effet que c'est un atout pour faire face à la fois à l'augmentation de la demande d'électricité qui va avoir lieu partout dans le monde, mais aussi en France, et évidemment le fait de ne pas émettre de gaz à effet de serre. Merci à vous, François de Rugy. Merci. Maxime est là, à Bordeaux. Bonjour Maxime. Oui, bonjour Jean-Jacques. Merci vraiment d'être avec nous, Maxime. Ah, mais merci à vous de vous retrouver sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors, vous êtes favorable à l'éolien en ce qui vous concerne, Maxime. Vos parents ont des éoliennes à côté de chez eux, c'est cela ? Oui, tout à fait. Mes parents habitent en Ardèche, dans un petit village qui s'appelle Saint-Cirque-sur-Montagne. Oui, je vois très bien. Ah bon, en plus, vous connaissez très bien. Je connais bien l'Ardèche, je l'ai sillonné un temps, il y a bien longtemps. Allez-y, Maxime. Et le parc est ancien, je crois que ça fait quand même maintenant plus de 15 ans à peu près qu'il existe ce parc. Au début, moi mes parents n'étaient pas forcément très favorables à l'éolien, surtout mon père. Oui. Mais 10-15 ans après, ils ont changé d'avis. Déjà parce que il y avait des problèmes de bruit et je crois que les personnes qui gèrent le parc éolien ont trouvé une solution technique pour que ça fasse moins de bruit, tout simplement. Et actuellement, en plus, on parle, je crois, d'une extension du parc et que ça pose aucun problème aux gens qui habitent dans le coin. Donc, je comprends un peu ce que dit Monsieur Bouglet, parce que du coup je me renseigne et j'essaye de comprendre, mais aujourd'hui moi ce que je comprends c'est qu'on manque d'électricité. Oui. Donc on peut pas installer beaucoup de choses puisque les centrales nucléaires Flamanville, ça fait 15 ans, on attend, ça va peut-être arriver. Oui. 15 ans et plus de 15 milliards, 18 milliards d'euros on en est là. Oui, c'est un prototype. 18 milliards, c'est un prototype. Ouais, enfin 18 milliards, le prototype à 18 milliards, ça fait cher. Et combien coûte 5 milliards le parc éolien de Saint-Nazaire, ça a mis 12 ans à être construit. Bon, alors, pour 8% de budget. Monsieur Bouglet, 2 milliards le parc de Saint-Nazaire, et si ça a mis 10 ans à être construit, c'est à cause de vous. Non. Et de vos amis. Non. Si. Non, des recours. Il y avait l'avis du Conseil national de protection de la nature, qui a d'ailleurs été supprimé par François de Rugy. Et c'est à cause de vous que la facture d'électricité... Maxime. Ça, c'est des éléments de langage. Non. Bon, d'accord. Maxime. Non, faut pas. Oui. Maxime, vous terminez. Dites-moi ce que vous avez envie de dire. C'est animé chez vous. Mais oui, c'est animé, mais chacun a ses arguments, on les défend. C'est logique, c'est la vie. Mais c'est vrai qu'en France, on est soit tout noir, soit tout blanc. Alors que, je le disais, il y a des nuances. On peut être... on peut être... Oui. Il y a échauffour quand même. Il y a échauffour quand même. Où les éoliennes, depuis qu'elles ont été rétablies par le préfet, il y a un vacarme épouvantable et les gens vivent très mal la proximité de ces éoliennes. Monsieur Bouglet, sur les 1800 parcs qui existent aujourd'hui en France, il y en a
un qui pose problème. Effectivement, c'est le parc des Chauffours et c'est un parc qui a pris des mesures correctives dont on a appris beaucoup de choses pour les autres parcs, Monsieur Bouglet. Bon, Maxime, merci dans tous les cas de votre avis. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci d'être intervenu. Alors, j'ai 2-3 questions sur les éoliennes. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, la loi nous dit qu'on ne peut pas installer une éolienne à moins de 500 mètres des habitations. À minima, moins de 500 mètres. Et le préfet peut, s'il le souhaite, dire en fait, moi je veux 700, 800, 900. Alors, vous souhaitez-vous que l'on baisse le temps? Parce qu'avec les recours, c'est 8 ans pour installer des éoliennes. Vous souhaitez qu'on baisse ce temps d'attente pour faire aboutir un projet éolien, ce que je peux comprendre aussi. Mais moi, j'ai des questions. D'abord, est-ce que ça coûte cher, l'éolien à installer? Ça coûte cher en mer. Est-ce que sur Terre, ça coûte cher? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle coûter cher. D'abord, sur les recours, enfin sur les délais, il y a quand même un point qui est important. Il est essentiel aujourd'hui que dans les services de l'État, on puisse avoir beaucoup plus de moyens humains sur tous les sujets de la transition. Ça, c'est vraiment essentiel. Bon, d'accord. Ça, c'est un premier point. Bon, d'accord. Sur le coût, aujourd'hui, moi, quand on regarde ce que rapporte aujourd'hui un parc éolien en France, aujourd'hui, en France, on produit de l'électricité éolienne à un coût de 60 € du mégawattheure. 60 € du mégawattheure, quand le prix de marché se situe à 800 €. Donc, en termes de compétitivité, c'est quand même significatif. Et grâce au système qui encadre le développement des éoliennes, aujourd'hui, le bouclier tarifaire des Français, si chacun de vos auditeurs a eu une facture en 2022 qui a augmenté juste de 4%, c'est grâce aux recettes des énergies renouvelables. Quelle est la durée de vie d'une éolienne? 25 ans. 25 ans. 25 ans. 25 ans. Bon, au bout de 25 ans, on en fait quoi? Au bout de 25 ans, on réinstalle des équipements plus modernes avec. Non, mais on les recycle? Non, on peut pas. Qu'est-ce qu'on fait des vieilles éoliennes? Alors, qu'est-ce qu'on fait des vieilles éoliennes? Il y a deux grandes options. Soit on en remplace des bouts, par exemple, on va remplacer des pales, des nacelles, etc. Soit en fait, on les démonte. Le mât, c'est de l'acier, tout ça. Donc ça, acier, aluminium, tout ça, on sait très bien le recycler. C'est comme une voiture, ça se recycle très bien. Et ensuite, il y a les pales qui, effectivement, elles, aujourd'hui, ne sont pas recyclables, mais qui font que 6% du poids d'une éolienne. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, on les broie et on les fait rentrer dans des chaufferies ou dans des process industriels qui produisent de la chaleur. Donc, en fait, on fait de l'économie circulaire avec les pales. Alors, je rappelle aussi que les éoliennes tournent entre 11 et 90 km/h de vent. C'est vrai? Alors, les éoliennes tournent à partir du moment où on a un vent de plus de 5 à 6 mètres secondes. Oui. Donc c'est pour ça que du coup, quand on installe des éoliennes, on installe des éoliennes là où il y a un vent entre 5 et 6 mètres secondes. Et nous, ce que l'on propose là-dessus, et ça c'est un point important, on propose d'avoir des mécanismes qui permettent d'installer des éoliennes dans des endroits où il y a moins de vent pour pouvoir avoir un développement harmonieux. Et ça c'est quelque chose qu'on pousse très fort. Il faut comprendre une chose sur le tarif. Je vais revenir sur le tarif. Selon les slides de France Énergie Éolienne, le coût du mégawatt installé c'est 1,5 million d'euros. Donc, pour avoir la même quantité en nucléaire qu'une production nucléaire, d'où vient votre obsession puisque le facteur de charge nucléaire et éolien, puisque le facteur de charge de l'éolien est 3 fois inférieur au nucléaire, il faut 3 fois la capacité installée. Ça fait 4,5 millions par rapport au nucléaire historique qui est à 1,3 million selon les rapports de la Cour des comptes. Donc, déjà, il faut comprendre que le coût d'installation d'éoliennes est extrêmement cher. Pour le reste, pour les éléments de langage, j'invite les lecteurs à aller lire mon livre « Éolienne, la face noire de la transition écologique » où je réponds point à point à tous les éléments de langage de la filière éolienne qui dit par exemple que les éoliennes durent 25 ans. On sait très bien que ça dure 15 ans maximum puisque le facteur de charge de l'éolien diminue au cours du temps. Bon. C'est terminé. Il est l'heure. Il est 11h57. Merci d'être venu nous voir. Merci Jean-Jacques. Merci d'avoir parlé. Nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet, évidemment. Merci. Vous êtes sur Sud Radio, 0826 300 300.